Congrès de la Société européenne de cardiologie à Rome, il y a eu une session intéressante puisqu'elle associait la Société européenne de cardiologie et les ASD. Les ASD, professeur Valency, que vous représentiez. Oui, alors j'avais l'honneur et le plaisir effectivement de co-présider cette session avec un cardiologue, professeur Rieden. Et je dois dire que je connais bien Lars Rieden depuis des années, puisque en particulier j'ai collaboré avec lui sur les dernières recommandations européennes, diabète, prédiabète, maladies cardiovasculaires. Donc, quels sont les points essentiels qui sont sortis, parce que ça devait être très riche, on ne peut pas tout... Oui, il y avait 4 thèmes assez généraux. On a commencé par un thème sur l'obésité métaboliquement saine. Alors c'est assez à la mode, ça veut dire l'obésité forcément quand même avec un tour de taille augmenté, mais aucun des critères du syndrome métabolique. Alors est-ce que c'est mauvais, docteur? C'est un petit peu mauvais quand même en termes pronostiques, et si on cherche bien, on trouve certaines anomalies qui ne sont pas celles du syndrome, mais qui sont inclus à rapprocher de l'insulinorésistance qui est quand même sous-jacente. Alors en termes pronostiques, ça va finir par avoir une incidence cardiovasculaire, mais on présume qu'en fait, ces patients-là évoluent petit à petit vers des désordres métaboliques. Est-ce qu'on peut faire le parallélisme entre diabète, prédiabète et syndrome métabolique avec obésité et les autres critères, et cette obésité sans anomalie métabolique? Oui, c'est une très bonne question. Alors, surtout, disons, dans le critère habituel au point de vue glycémie, on ne fait référence qu'à la glycémie à jeun. Or, aujourd'hui, on sait que, bien entendu, on peut dépister les anomalies glycémiques ou le prédiabète plus tôt. Alors, classiquement, en faisant le test de charge orale en glucose avec le dosage de la glycémie 2 heures après prise de 75 grammes de glucose, et je rappelle aux cardiologues que c'est dans les recommandations internationales et françaises que nous avions d'ailleurs fait entre SFC et SFD. Au sortir d'un syndrome coronaire aigu, dans les semaines qui suivent, il est bon de préconiser une charge orale en glucose, à moins que l'hémoglobine glyquée soit élevée. Il n'était peut-être pas inutile de le rappeler, parce que c'est le genre de choses qui passe souvent inaperçu, et pourtant c'est important. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Est-ce qu'il y avait d'autres points encore sur lesquels on pourrait revenir? Oui, bon, alors la session était autour des mythes en cardio-diabétologie, et puis il y a place maintenant pour détruire en quelque sorte ces mythes. Et parmi un des mythes, c'est finalement aucun traitement antidiabétique n'est capable de réduire la mortalité cardiovasculaire. Oui, jusqu'à il y a moins d'1 an, et aujourd'hui on peut dire qu'on a 2 familles de médicaments prometteuses, avec une première étude menée avec un inhibiteur DSGLT2 qui s'est révélée très positive, l'étude en PAREG, et puis une étude là toute récente avec un analogue de GLP1, l'étude LEADER, qui là encore a montré donc une réduction de mortalité cardiovasculaire. Donc on est dans une bonne phase, et puis on annonce encore une étude positive qui sera présentée dans une dizaine de jours à l'EASD. Pour les inhibiteurs de SGLT2, on ne peut pas encore parler d'effets classe, mais pour l'étude LEADER, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de molécules déjà dans cette classe, et donc est-ce qu'on a des idées? Est-ce qu'on va parler d'effets classe ou d'une molécule qui a... Alors pour l'instant, une molécule, il faut être prudent, mais il est vrai qu'une deuxième molécule a annoncé ses résultats par la presse grand public, qui sera développée à l'ESD, donc l'étude SUSTAIN avec semaglutide, un analogue GLP1 d'administration hebdomadaire. On va voir le détail, mais donc il y en aura 2, et puis on a eu précédemment l'étude ELIXA avec l'ixizénatide qui était neutre. Bon, au moins ça fait pas de mal, et peut-être bien que là maintenant on a des médicaments qui, indépendamment de l'effet hypoglycémiant, contribue favorablement au pronostic. Ce qui n'était pas prévu au départ, puisque ce qu'on cherchait, c'était l'effet hypoglycémiant avec la conséquence cardiovasculaire. Oui. Et en fait, voilà. Alors comme en fait, on a bien du mal à démontrer que la baisse de glycémie est bénéfique au plan cardiovasculaire, elle l'est sans doute, mais sur le très long terme. Finalement ici, avec ce groupe contrôle
qui est écarté du groupe actif de 0,3-0,4% pour l'hémoglobine glyquée. A priori, ça ne passe pas par cet écart glycémique. Il faut être simplement prudent que dans le leader, on est parti de patients très déséquilibrés. Donc il est possible que le liraglutide, en l'occurrence dans l'étude leader, a induit son bénéfice cardiovasculaire par différents mécanismes, mais dans un contexte où parallèlement l'équilibre glycémique a été remarquablement amélioré. Un autre point intéressant? Oui, alors bon, c'est un peu un classique, mais de savoir parmi les antihypertenseurs quelle classe a éventuellement quelques inconvénients sur le métabolisme glucidique. Donc il y a eu un rappel sur les bêta-bloquants, sur les diurétiques, pour dire que oui, ça détraque un petit peu. Mais c'est très important de se rappeler bien sûr que les bloqueurs du système rénine-angiotensine sont neutres, et parmi les diurétiques, de sortir spironolactone et les nouveaux anti-aldostérone comme étant neutres au moins au plan du métabolisme glucidique. On a quand même quelques points où non seulement on clarifie les choses, mais ça a l'air de bouger pour ce qui est du pronostic cardiovasculaire, ce qui est quand même un événement attendu depuis de longue date. Et est-ce que tous ces points risquent d'être repris au prochain congrès de l'EASD qui va arriver bientôt? Oui, à l'EASD, donc on aura communication outre de nouvelles études, mais aussi d'analyses complémentaires, bien sûr, sur les études précédentes. Alors ici, on a entendu un petit peu, notamment à la suite de Ampareg, les sous-groupes des patients ayant des antécédents d'insuffisance cardiaque ou pas, ayant des traitements diurétiques préalables ou pas. Ça sera certainement intéressant de regarder ça précisément dans cette étude, comme avec les autres études menées avec SGLT2, puisque bien entendu, il y a maintenant une question liminaire, on va dire, pour les cardiologues, c'est est-ce un traitement possible chez l'insuffisance cardiaque? Pas seulement diabétique, aussi non diabétique ou non. Et donc des études sont en train de débuter en dehors des diabétiques, effectivement. Comme on ne peut pas tout aborder aujourd'hui d'un coup, c'est bien, dans encore du suspense et de la matière à venir. Oui, la matière à venir. Super. Merci beaucoup, professeur Valency. Merci.